Lors de la réunion de famille, ma cousine a dit « Ces enfants ne savent même pas qui est leur vrai père ». Les proches ont chuchoté. Mes enfants avaient l'air confus. Mais ensuite ma fille de 7 ans a dit « Cousine Jenny, papa m'a dit de te demander au sujet de ta sœur secrète ». Elle a sorti un certificat de naissance. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je n'aurais jamais cru qu'une enfant de 6 ans pourrait détruire une famille entière avec seulement 11 mots et un bout de papier. Mais c'est exactement ce qui s'est passé lors de notre réunion de famille en juillet dernier, lorsque ma fille Rosalie s'est approchée de ma cousine Jenny avec quelque chose qui allait tout changer. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Nadine, j'ai 34 ans, mère de 2 enfants, et je suis ce que ma famille appelle la pacificatrice. Vous voyez le genre. Toujours à aplanir les disputes, à apporter des desserts à chaque rassemblement, à envoyer des cartes de remerciement pour des cartes de remerciement. Mon mari, Derek, a 36 ans. C'est un pompier qui possède cette incroyable capacité à rester calme quand tout le monde perd la tête. Nous avons 2 enfants, Théo, 8 ans, passionné de dinosaures, et Rosalie, 6 ans, avec ses couettes et un sourire édenté qui fait fondre les cœurs. Et puis il y a ma cousine Jenny, 38 ans, mariée à Preston, le banquier d'affaires, et mère des jumeaux Addison et Blake. Jenny est celle qui a un brushing parfait à 7 heures du matin. Celle qui poste ses photos de famille où tout le monde porte du lin blanc sur la plage. Elle a été la coqueluche de la famille depuis notre enfance, et elle ne manque jamais une occasion de le rappeler. Cet après-midi-là, dans la maison de mes parents au bord du lac dans le Michigan, aurait dû être parfait. Le soleil de juillet frappait l'eau juste comme il faut, la faisant scintiller comme des diamants. Les enfants riaient sur le ponton, s'éclaboussant avec l'eau du lac. L'odeur des fameux travers de porc au barbecue de mon père emplissait l'air, se mêlant à celle de la tarte aux pommes fraîchement sortie du four qui refroidissait sur le rebord de la fenêtre. 3 générations de Caldwell s'étaient réunies pour notre rencontre annuelle, une 50aine de parents, prétendant tous que nous nous apprécions vraiment le temps d'un week-end par an. J'étais dans la cuisine, aidant ma mère avec sa légendaire salade de pommes de terre, quand Jenny a commencé. Elle commence toujours quelque chose. Cette fois, elle tenait salon sur la terrasse. Sa voix avait cette intonation particulière qu'elle utilise quand elle veut que tout le monde l'entende être nonchalamment cruelle. Vous savez, certains d'entre nous font des recherches sur l'historique génétique de leur partenaire avant d'avoir des enfants, annonça-t-elle en faisant tourner son verre de vin comme si elle était dans un film. Preston et moi avons fait des profils d'ascendance complets, des historiques médicaux, et même des tests de marqueurs génétiques. Nous savions exactement ce que nous mettions au monde. La main de ma mère s'immobilisa sur le couteau qu'elle utilisait pour hacher le céleri. Par la fenêtre, je pouvais voir Derek sur la terrasse, la mâchoire crispée, regardant nos enfants jouer. Jenny continua, sa voix se faisant plus forte. Je veux dire, regardez les enfants de Nadine. Des enfants adorables, vraiment, mais Théo a ses yeux verts. Personne dans la famille de Derek n'a les yeux verts. Et les cheveux de Rosalie. Cette texture ne correspond à aucun des 2 parents. Elle éclata de rire, ce rire cristallin et faux qu'elle répétait depuis le lycée. Ces enfants ne savent même pas qui est leur vrai père. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Des parents se mirent à chuchoter derrière leurs mains. Mon frère Cameron est resté bouche bée. Tante Gloria a essayé de faire taire Jenny, mais sans conviction, comme toujours. Oncle Pet se contenta de fixer sa bouteille de bière comme si elle détenait les secrets de l'univers. Mes enfants étaient juste là. Le visage de Théo se crispa de confusion alors qu'il nous regardait, Derek et moi. « Maman, qu'est-ce que cousine Jenny veut dire ? Papa est notre vrai papa, n'est-ce pas ?» Avant que je puisse répondre, avant même que je puisse digérer la rage et l'humiliation qui me brûlaient la poitrine, quelque chose d'étrange se produisit. Derek n'était pas en colère. Il souriait presque. Ce sourire discret et entendu que je ne lui avais vu qu'une seule fois auparavant, lorsqu'il avait surpris notre voisin en train de voler nos colis et qu'il avait déjà installé une caméra pour le prendre sur le fait. Derek se pencha et chuchota quelque chose à l'oreille de Rosalie. Elle hocha la tête solennellement, comme elle le faisait lorsqu'on lui confiait une mission importante, comme nourrir le poisson rouge ou apporter à papa ses bottes de travail. Puis elle trottina vers la maison, son sac à dos rose rebondissant sur ses épaules. « Derek, qu'est-ce que tu fais ?» lui ai-je sifflé. « Fais-moi confiance, dit-il en me prenant la main. Parfois, ceux qui jettent des pierres devraient vérifier si leur propre maison n'est pas en verre. » Jenny continuait, décrivant comment elle avait retracé l'arbre généalogique de Preston jusqu'au Mayflower, comment leurs jumeaux avaient une lignée pure et documentée,
et comment certaines personnes ne se souciaient tout simplement pas de ces choses, mais qu'elles ne pourraient jamais être aussi négligentes avec l'avenir de ses enfants. C'est alors que Rosalie est revenue, agrippant son sac à dos avec détermination. Elle a traversé la foule de parents comme un petit soldat en mission. Elle s'est arrêtée juste devant Jenny, l'a regardée de ses grands yeux marrons, et a prononcé les mots qui allaient faire voler en éclats le monde parfait de Jenny. « Cousine Jenny, papa m'a dit de te poser une question sur ta sœur secrète. » Puis, ma fille de 6 ans a sorti un acte de naissance de son petit sac à dos rose. La réunion est tombée dans un silence complet, absolu. La réunion de famille des Caldwell était censée être sacrée. Chaque juillet, depuis 40 ans, nous nous réunissions dans la maison de mes parents au bord du lac dans le Michigan, une vaste propriété que mon grand-père avait construite de ses propres mains après son retour de Corée. La maison s'étendait sur 2 hectares de terrain de premier choix au bord de l'eau, avec un ponton privé s'avançant sur le lac Charlevoix et un hangar à bateaux qui abritait 3 générations d'histoires de pêche et de premiers baisers. J'ai grandi en passant tous mes étés ici avec Jenny. Nous n'avions que 4 ans d'écart, assez proches pour que les gens nous prennent souvent pour des sœurs. Nous attrapions des lucioles dans des bocaux en verre, nous nous vernissions les ongles avec du vernis volé dans la salle de bain de Tank Gloria, et nous jurions d'être les meilleurs amis du monde pour toujours en fabriquant des bracelets d'amitié avec du fil à broder. À l'époque, Jenny était différente. Elle était drôle, sauvage, et se fichait d'avoir les genoux toujours écorchés ou les cheveux en désordre après avoir nagé toute la journée. Tout a changé lorsqu'elle a rencontré Preston Whitfield III au bal de sa sororité, lors de sa dernière année d'université. Soudain, Jenny a découvert les sacs à main de créateurs et les galas de charité. Elle a appris à prononcer correctement « quinoa » et a commencé à se soucier du nombre de fils au pouce carré des draps. Lorsqu'elle a épousé Preston lors d'une cérémonie qui a coûté plus cher que la maison de la plupart des gens, j'étais sa demoiselle d'honneur, debout dans une robe qui avait coûté $2000, regardant ma cousine se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Mon chemin a été différent. J'ai épousé Derek juste après l'université, lors d'une cérémonie dans le jardin de mes parents. Même maison au bord du lac, même famille, mais avec des fleurs sauvages à la place d'orchidées importées et la robe de mariée de ma grand-mère au lieu d'une Vera Wang. Derek et moi sommes d'abord devenus enseignants, bien qu'il soit ensuite passé pompier à la naissance de Théo parce que le salaire était meilleur et que quelqu'un devait être à la maison pendant les vacances d'été. La dynamique familiale avait évolué au fil des ans pour devenir une hiérarchie tacite. Au sommet se trouvait oncle Pete, le père de Jenny, qui avait fait fortune dans l'immobilier commercial. Il ne manquait jamais de rappeler qu'il avait payé les 3 derniers services traiteurs pour les réunions et le nouveau toit du hangar à bateaux. Tante Gloria flottait à ses côtés comme un oiseau d'ornement, toujours parfaitement habillé, toujours légèrement sous l'effet de ses tranquillisants. Mes parents, Diane et Robert, occupaient le juste milieu. Mon père avait été directeur de lycée pendant 30 ans, ma mère infirmière, respectable, stable, mais pas riche. C'étaient eux qui entretenaient réellement la maison du lac, qui organisaient chaque réunion, qui se souvenaient des anniversaires et des allergies alimentaires de chacun. Puis il y avait grand-mère Lucille, 89 ans et une lucidité assez aiguisée pour couper du verre. Elle vivait désormais à l'année dans le pavillon des invités, refusant de déménager dans un établissement déprimant où on vous traite comme si vous étiez déjà morte. Elle connaissait tous les secrets de famille, tous les scandales enfouis, toutes les promesses oubliées. Elle nous observait tous avec ses yeux bleus perçants, faisant parfois des remarques qui mettaient les adultes mal à l'aise sur leur chaise. La réunion suivait le même scénario chaque année. Le vendredi soir, c'était l'arrivée et une soirée pizza décontractée. Le samedi, c'était le grand barbecue, avec papa aux commandes du grill et maman orchestrant les accompagnements comme un général 4 étoiles. Le dimanche, c'était les restes et les départs. Tout le monde promettait de garder un meilleur contact, sans que personne n'y croie vraiment. Cette année, l'ambiance était différente dès notre arrivée. Jenny avait été particulièrement insupportable sur le groupe de discussion familiale, postant des photos de l'admission d'Addison et Blake dans une école privée exclusive, de leurs vacances en Europe, de la promotion de Preston. Chaque message ressemblait à une pique envers nous, simples mortels. « Tu as vu que Jenny a acheté des chevaux assortis aux jumeaux ?» m'avait envoyé mon frère Cameron en message privé. De vrais chevaux. Pour des enfants de 9 ans. La tension était montée tout le samedi matin. Jenny a critiqué la salade de fruits de maman parce qu'elle n'était pas bio. Elle a mentionné 4 fois que leur nounou avait une formation européenne. Elle m'a demandé si j'avais envisagé de faire recoller les oreilles de Rosalie parce qu'elles étaient un peu décollées, avant d'ajouter immédiatement « mais je suppose que non. Tout le monde ne remarque pas ces choses. »
Derek avait été inhabituellement silencieux, aidant papa avec le grill, jouant à la balle avec Théo, poussant Rosalie sur la balançoire en pneu que grand-père avait accrochée en 1982. Mais je l'ai surpris en grande conversation avec grand-mère Lucille, tous deux jetant des regards à Jenny et secouant la tête. La terrasse où Jenny allait bientôt faire son annonce sur la paternité de mes enfants était aménagée avec 3 longues tables de pique-nique recouvertes de nappes à carreaux rouges. Des bocaux en verre remplis de fleurs sauvages servaient de centre de table. La scène aurait dû être parfaite, le genre de cliché que Jenny elle-même aurait posté sur Instagram avec une citation sur la famille comme étant « tout ce qui compte ». Au lieu de cela, elle est devenue la scène de la performance la plus cruelle de Jenny à ce jour. Celle où elle a remis en question la légitimité de mes enfants devant 50 parents tout en mangeant la salade de pommes de terre de ma mère et en buvant du vin d'un vignoble qu'elle n'arrêtait pas de dire avoir découvert à Napa. Elle n'avait aucune idée que Derek se préparait à ce moment depuis des semaines, que grand-mère Lucille avait finalement décidé que trop c'était trop, et que parfois, les secrets de famille que l'on enterre ont une façon de refaire surface au moment exact où il le faut. La voix de Jenny a traversé la terrasse comme une flèche empoisonnée trouvant sa cible. Je dis juste que les enfants de Nadine ne ressemblent même pas à Derek. Théo a ses yeux verts, et personne dans la famille de Derek n'a les yeux verts. J'ai rencontré ses parents, ses frères et sœurs, ils ont tous les yeux marrons, absolument tous. La salade de pommes de terre a pris un goût de cendre dans ma bouche. Autour de moi, les parents se sont agités sur leurs chaises. Cousin Marc est soudain devenu très intéressé par son téléphone. Tante Barbara a commencé à couper agressivement son hamburger en minuscules morceaux. Le seul son était le rire lointain des enfants jouant près de l'eau, ignorant avec bonheur que le monde de leurs parents implosait sur la terrasse. « Jenny, c'est inapproprié », a dit ma mère, sa voix d'infirmière émergeant, celle qui pouvait faire taire une salle pleine de patients aux urgences. Mais Jenny était lancée, alimentée par son 3e verre de vin et un public. « Oh, Diane, je ne dis rien que tout le monde n'a pas déjà pensé. Je veux dire, regarde la texture des cheveux de Rosalie. Derek a ses cheveux irlandais rêches. Ceux de Nadine sont raides comme des baguettes. Mais Rosalie a ses ondulations qui sortent de nulle part. Mon père a posé sa bouteille de bière assez fort pour faire trembler la table. Jennifer, tu dois te taire, tout de suite. Je suis juste honnête, oncle Robert. Quelque chose que cette famille n'est jamais. Nous marchons tous sur des œufs autour de la vérité. Jenny s'est levée, se rapprochant de l'endroit où Derek et moi étions assis. Quand Preston et moi avons décidé d'avoir des enfants, nous avons fait des tests génétiques. Nous avons cartographié nos arbres généalogiques entiers. Nous savions exactement ce que nous étions en train de créer. Peux-tu en dire autant, Nadine ? La main de Derek a trouvé la mienne sous la table, la serrant doucement, non pas avec colère, mais avec autre chose. Du réconfort, un avertissement. Je ne pouvais pas dire. Théo s'était approché de la table des enfants, son t-shirt de dinosaure taché de ketchup. « Maman, pourquoi cousine Jenny parle de papa ? Il y a un problème ? » « Il n'y a aucun problème, mon grand, » a dit Derek, sa voix stable comme le granit. « Cousine Jenny aime juste parler. » Jenny a ri, ce son aigu qui pouvait couper l'acier. « Tu vois, c'est de ça que je parle. Mentir aux enfants au lieu d'être honnête avec eux. Mes jumeaux savent exactement qui ils sont, d'où ils viennent. J'ai fait remonter l'ascendance de Preston jusqu'à la Révolution américaine. Son arrière-arrière-grand-père a signé la Déclaration d'indépendance. En fait, c'était un contrebandier qui a changé de nom, a dit grand-mère Lucille depuis sa chaise dans le coin. Mais continue, ma chérie. Le visage de Jenny est devenu rouge, mais elle a insisté. Ce que je veux dire, c'est que nous savons. Nous avons des documents, des certificats, des preuves. Elle s'est tournée pour me regarder directement. Certains d'entre nous planifient réellement leur famille au lieu de simplement espérer que tout ira pour le mieux. Tu es saoul, a dit Cameron, mon frère, d'un ton plat. Assieds-toi avant de dire quelque chose que tu ne pourras pas reprendre. Je ne suis pas saoul. Je suis honnête. Il y a une différence. Et honnêtement, je pense que Nadine a piégé Derek avec le bébé de quelqu'un d'autre, et qu'il était trop gentil pour poser des questions. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même les enfants sur le ponton avaient arrêté de jouer. Mes mains tremblaient alors que je me levais, prête à prendre mes enfants et à partir. Prête à ne plus jamais parler à Jenny, prête à brûler tous les ponts que cette famille avait construits en 40 ans. Mais Derek m'a fait rasseoir. « Attends » a-t-il murmuré. « Attends juste un peu. » Oncle Pet a finalement retrouvé sa voix. « Jennifer, présente tes excuses à ta cousine, tout de suite. »
Pourquoi? Pour avoir dit ce que tout le monde pense? Regardez-les, papa. Vraiment. Regardez ces enfants. La mâchoire de Théo, le nez de Rosalie. Ça ne correspond pas. Tante Gloria pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Jenny, s'il te plaît. C'est la famille. Exactement, la voix de Jenny est montée presque jusqu'au cri. La famille? Ce qui signifie que nous devrions pouvoir discuter du fait que les enfants de ma cousine pourraient ne pas être ceux de son mari. Je veux dire, bon sang, Nadine, tu sortais avec ce type, Mitchell, juste avant d'épouser Derek. La chronologie est suspecte. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que Derek n'était plus en colère. Il souriait presque, cette expression tranquille que je lui avais vue lorsqu'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Il s'est levé lentement, comme s'il avait tout le temps du monde. Jenny, tu sembles très préoccupée par les lignées familiales, a-t-il dit calmement. Il faut bien que quelqu'un le soit, a-t-elle répliqué sèchement. Intéressant, parce que le mois dernier, alors que j'aidais ton père à vider son grenier pour les rénovations, j'ai trouvé quelque chose de fascinant dans un vieux classeur. La fourchette d'oncle Pet est tombée bruyamment sur son assiette. De quoi tu parles? Derek a regardé Rosalie, qui était assise tranquillement avec son livre de coloriage, observant tout avec ses grands yeux marrons qui, oui, ressemblaient exactement aux miens. Rosie, ma chérie, a dit Derek doucement. Tu te souviens de ce que papa t'a demandé d'aller chercher dans la maison? Ma fille de 6 ans a hoché la tête solennellement, s'est levée et s'est dirigée vers la maison avec son petit sac à dos rose, laissant Jenny planter là, la bouche ouverte, son prochain commentaire cruel mourant sur ses lèvres. Pendant que Rosalie disparaissait dans la maison, Jenny a tenté de reprendre le contrôle du récit. Oh, et maintenant? Derek va produire de fausses preuves? Peut-être une photo retouchée? C'est vraiment pathétique. Derek est resté debout, sa formation de pompier évidente dans sa respiration contrôlée et sa posture stable. Jenny, tu parles tellement de connaître ton histoire familiale. Dis-moi, que sais-tu réellement de la vie de ta mère avant qu'elle n'épouse Pet? Le visage de tante Gloria est devenu blanc. Elle a saisi le bras d'oncle Pet assez fort pour y laisser des marques. On devrait y aller, Pet. Prends les clés de la voiture. Non, a dit oncle Pet, sa voix étrange et creuse. Non, laisse-le parler. Je n'ai pas besoin d'écouter ça, a dit Jenny, mais sa voix a vacillé. Ma mère vient d'une bonne famille du Connecticut. Elle a été dans une école de bonne manière. Elle a rencontré papa à un tournoi de golf de charité quand elle avait 19 ans. 20 ans, a corrigé Derek. Elle avait 20 ans. Mais qu'en est-il de ses 17 ans? Grand-mère Lucille s'est levée de sa chaise, sa canne tapant contre les pierres de la terrasse alors qu'elle s'approchait. Il est temps, Gloria. Tu as laissé cet enfant devenir un monstre avec ses jugements et sa cruauté. Elle devrait savoir la vérité. Maman, s'il te plaît, a murmuré tante Gloria, des larmes coulant sur son visage. Jenny les a regardées, la confusion remplaçant sa suffisance antérieure. Quelle vérité? De quoi parlez-vous? C'est alors que Rosalie est revenue, son sac à dos rose rebondissant dans son dos. Elle a traversé la foule de parents avec la confiance que seul un enfant possède, complètement inconsciente de la bombe qu'elle était sur le point de faire exploser. Dans ses petites mains, elle tenait un dossier en manille qui semblait ancien, ses bords jaunis par le temps. « Tiens, papa, dit-elle fièrement. Je l'ai pris dans la boîte spéciale de ton bureau, comme tu l'as dit. » Derek a pris le dossier et lui a embrassé le sommet de la tête. « Merci, ma chérie. Maintenant, va t'asseoir avec maman. » Rosalie est montée sur mes genoux et je l'ai serrée fort, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Je n'avais aucune idée de ce que Derek avait trouvé, mais en voyant le visage de Jenny passer par toutes les émotions comme une machine à sous-détraquer, je savais que c'était quelque chose de significatif. « Ta mère, » a dit Derek lentement, s'adressant à Jenny, mais assez fort pour que tout le monde entende, a eu un bébé quand elle avait 17 ans. Une petite fille née à l'hôpital Saint-Marie de Hartford le 15 mars 1986. C'est impossible, a dit Jenny, mais sa voix s'est brisée. Ma mère n'aurait jamais... Elle a toujours parlé de pureté, d'attendre le mariage, de comportement correct. Ta mère était humaine, a dit fermement grand-mère Lucille. Une adolescente effrayée qui a fait un choix qui l'a hantée pendant 38 ans. Derek a ouvert le dossier et en a sorti plusieurs documents. Quand Pet m'a demandé de l'aider à vider le grenier, il a oublié que c'était là-haut. Ou peut-être qu'il ne le savait pas. C'était dans une boîte marquée « Déclaration d'impôt 1985 à 1987 ». Mais ce n'étaient pas des déclarations d'impôts.
Oncle Pet s'est affaissé sur sa chaise. Gloria, est-ce que c'est vrai? Tante Gloria sanglotait maintenant, des sanglots laids et déchirants qui secouaient tout son corps. J'avais 17 ans. Mes parents ont dit que je n'avais pas le choix. Ils m'ont envoyé loin pour avoir le bébé et ont dit à tout le monde que j'étais en pension. Jenny a reculé d'un pas comme si elle avait été giflée. Tu as eu un bébé avant moi. Nous allions te le dire, a dit faiblement oncle Pet. Quand tu serais plus grande. Puis quand tu serais à l'université. Puis quand tu te serais mariée. Mais il n'y a jamais eu de bon moment. Derek a continué, sa voix douce mais ferme. Le bébé a été adopté par une famille de New Haven. Elle a grandi pour devenir assistante sociale. Son nom est Soledad Martinez. Elle a gardé le nom de ses parents adoptifs. C'est insensé, a murmuré Jenny. J'ai une sœur. C'est exact, a dit Derek. Et elle a essayé de te contacter 3 fois au cours des 2 dernières années. Le visage de Jenny est passé de pâle à verdâtre. Cette femme qui n'arrêtait pas d'appeler mon bureau, celle qui disait avoir des affaires familiales personnelles à discuter, celle que tu as fait renvoyer par ton assistante parce que, et je cite l'email que ton assistante lui a envoyé, Mademoiselle Whitfield n'échange pas avec des démarcheurs ou des individus cherchant une aide financière. Derek lisait depuis son téléphone. Mais elle t'a trouvé en premier, ai-je demandé, retrouvant enfin ma voix. Derek a hoché la tête. Grâce au programme de sensibilisation communautaire des pompiers. Elle est bénévole avec nous pour la collecte annuelle de jouets. Quand elle a appris mon nom de famille et que j'étais marié à une Caldwell, elle a fait le rapprochement. Elle m'a demandé de l'aider à entrer en contact avec sa famille biologique. Tu savais tout ce temps? A demandé Jenny, sa voix à peine audible. Depuis 6 semaines, a admis Derek. J'allais te le dire en privé, Jenny. Vraiment. Mais ensuite, tu as commencé à attaquer ma famille, à remettre en question la paternité de mes enfants, à traiter Nadine comme si elle t'était inférieure. Et j'ai réalisé que tu avais besoin d'apprendre quelque chose sur l'humilité. Rosalie m'a regardée, confuse. Maman, pourquoi cousine Jenny pleure? Parce que parfois, ai-je dit doucement, les gens qui passent tout leur temps à juger les autres oublient que tout le monde a des secrets, même eux. Rosalie, toujours assise sur mes genoux, a sorti l'acte de naissance jauni de son sac à dos et l'a tendu à Jenny. Cousine Jenny, papa m'a dit de te poser une question sur ta sœur secrète. Il a dit que ce papier est important. Les mains de Jenny tremblaient alors qu'elle prenait le document des petits doigts de ma fille. Toute la réunion a regardé ses yeux parcourir le texte délavé, ses lèvres bougeant silencieusement alors qu'elle lisait chaque ligne. L'acte de naissance était daté du 15 mars 1986, délivré par l'hôpital Saint-Marie de Hartford, Connecticut. Nom de la mère, Gloria Ann Peton. Nom du père, inconnu. Fille, Peton, 2,8 kg. Ça ne peut pas être vrai, a dit Jenny, la voix creuse. Ça doit être un faux. C'est vrai, Jennifer, a dit grand-mère Lucille, sa voix tranchant l'air de l'après-midi. J'étais là. J'ai conduit ta mère à l'hôpital moi-même parce que ses parents avaient trop honte pour y être vus. Je lui ai tenu la main pendant qu'elle était en travail pendant 14 heures. J'ai été la première personne à tenir cette petite fille après l'infirmière. Tante Gloria s'était effondrée sur une chaise, ses épaules secouées de sanglots. Maman, tu avais promis que tu ne dirais jamais rien. J'ai promis de ne rien dire tant que Jenny ferait preuve de gentillesse et d'humilité. Mais elle est devenue cruelle, Gloria. Elle est devenue tout ce que nous avons essayé de l'empêcher de devenir. Cette fille mérite de savoir, surtout après ce qu'elle a fait. Ce que j'ai fait? La voix de Jenny est montée jusqu'à un quasi-cri. Qu'est-ce que j'ai fait? Derek a sorti son téléphone et a commencé à lire des emails sauvegardés. 10 janvier de cette année. Email de votre assistante à Soledad Martinez. Mademoiselle Whitfield a examiné votre demande et a déterminé que vos allégations de lien familial ne sont pas fondées. Veuillez cesser toute tentative de contact. 23 février. Mademoiselle Whitfield ne s'associe pas avec des individus qui ne peuvent pas fournir une documentation appropriée de leurs affirmations. 15 mars, le jour de l'anniversaire de Soledad et l'anniversaire de sa naissance. Mademoiselle Whitfield m'a chargé de vous informer que de nouvelles tentatives de contact seront considérées comme du harcèlement. Je ne savais pas, a crié Jenny. Comment étais-je censé savoir qu'une femme au hasard prétendant être de ma famille disait la vérité? Parce qu'elle te l'a dit, a dit simplement Derek. Dans sa première lettre, elle a expliqué qu'elle avait été adoptée, née à l'hôpital Saint-Marie de Gloria Peton.
Elle a inclus son acte de naissance modifié, ses papiers d'adoption, tout. Ton assistante te l'a tout transféré. Tu as répondu, et je cite, « Cette femme est clairement après l'argent. Réglez ça. » Preston, le mari de Jenny, qui était resté silencieux tout ce temps, a finalement parlé. « Jenny, est-ce vrai? As-tu repoussé ta propre sœur? Je ne savais pas que c'était ma sœur. » Le maquillage parfaitement appliqué de Jenny coulait en rivière sur son visage. Elle n'avait pas l'air bien. Elle ne correspondait pas. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Derek a montré à tout le monde une photo sur son téléphone. Voici Soledad Martinez. Elle est assistante sociale à New Haven. Elle a un master de Yale, qu'elle a obtenu avec une bourse complète. Elle dirige une organisation à but non lucratif qui aide les enfants adoptés à retrouver leur famille biologique. Elle est mariée à un professeur d'école publique et a une fille nommée Isabella. La femme sur la photo était magnifique, avec une peau mate et chaude, des cheveux foncés et bouclés, et un sourire qui rayonnait de gentillesse. Elle ne ressemblait en rien aux cheveux blonds soigneusement lissés de Jenny et à sa pâleur délibérément entretenue. « Elle est hispanique » a murmuré Jenny. La grand-mère de Gloria était portoricaine, a annoncé grand-mère Lucille. Quelque chose que les parents de Gloria l'ont forcée à cacher, quelque chose dont ils avaient honte. Mais le sang parle, n'est-ce pas, Jenny? Ces mêmes lignées dont tu es si obsédée. Tante Gloria a levé les yeux à travers ses larmes. Ma mère me faisait décolorer les cheveux depuis l'âge de 12 ans, me faisait rester à l'abri du soleil, m'a dit de ne jamais mentionner ma grand-mère. Quand je suis tombée enceinte, et que le père était un garçon du quartier de ma grand-mère, ils ont dit que le bébé gâcherait tout, qu'elle serait trop foncée, trop évidente, un rappel trop flagrant de l'héritage qu'ils avaient tant travaillé à cacher. Alors tu as abandonné ta propre fille à cause de sa couleur de peau? La voix de ma mère était glaciale, son dégoût évident. J'avais 17 ans, a gémi Gloria. Je n'avais pas le choix. Tu as eu le choix pendant les 38 dernières années, a corrigé grand-mère Lucille. Et toi, Jenny, tu as eu le choix quand Soledad t'a contacté. Tu as choisi de la rejeter parce qu'elle n'avait pas l'air de correspondre à ton image de country club. Jenny s'est effondrée à genoux sur la terrasse, l'acte de naissance froissé dans son poing. Où est-elle? Soledad. Où est-elle maintenant? Derek a regardé sa montre. Elle est au café en ville. Elle vient chaque année pendant le week-end de la Réunion. Elle s'assoit là, en espérant que peut-être, cette année, quelqu'un voudra la rencontrer. Elle fait ça depuis 5 ans. 5 ans? La voix de Jenny s'est complètement brisée. Ma sœur est à 20 minutes d'ici depuis 5 ans? À chaque réunion, a confirmé Derek. Grand-mère Lucille la rencontre en secret. Et ton père aussi, Jenny. Il voit sa fille aînée sans te le dire, ni à ta mère. La confession d'oncle Pet est sortie dans un murmure. Je ne pouvais pas l'abandonner 2 fois. Jenny a regardé son père comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Tu la rencontres, ma sœur, sans me le dire. Oncle Pet s'est levé, paraissant soudain ses 67 ans. Je rencontre Soledad pour un café une fois par mois depuis 3 ans. Elle ne demande pas d'argent, Jenny. Elle ne veut pas de notre fortune. Elle voulait juste savoir d'où elle venait. Elle voulait voir des photos de la famille. Elle voulait savoir si elle avait des frères et sœurs. Et tu lui as parlé de moi? Je lui ai tout dit. À quel point j'étais fier de toi, à quel point tu avais réussi. Je lui ai montré des photos de tes jumeaux. Elle était si heureuse de savoir qu'elle avait une sœur, des neveux. Elle n'a jamais dit un mot amer sur le fait d'avoir été abandonnée. Pas une seule fois. Jenny s'est tournée vers Derek, le mascara coulant, désespéré. Appelle-la. S'il te plaît, dis-lui que je veux la rencontrer. Dis-lui que je suis désolé. Derek composait déjà le numéro. La terrasse est tombée dans le silence, à l'exception du son du téléphone qui sonnait via le haut-parleur. Puis une voix chaude et douce a répondu. Derek, tout va bien? Soledad, tu es sur haut-parleur. Jenny sait tout. Elle veut te rencontrer. Il y eut une longue pause. Vraiment? Jenny a arraché le téléphone des mains de Derek. Soledad, c'est Jenny. Je suis ta sœur. Je suis tellement, tellement désolé. S'il te plaît, peux-tu venir ici? Peux-tu venir à la maison? J'attends d'entendre ta voix depuis 5 ans, a dit Soledad, et nous pouvions l'entendre pleurer. J'arrive dans 15 minutes. Ces 15 minutes ont semblé durer 15 heures. Jenny était assise sur les marches de la terrasse, serrant l'acte de naissance, tandis que tante Gloria essayait d'expliquer à travers ses larmes.
Preston a emmené les jumeaux à l'intérieur, loin du drame. Le reste de la famille était assis dans un silence stupéfait, digérant ce dont ils venaient d'être témoins. Quand la voiture s'est garée, tout le monde s'est retourné. Soledad Martinez en est sortie, et même de loin, on pouvait voir la ressemblance avec tante Gloria dans sa structure osseuse, sa démarche, la façon dont elle tenait ses épaules. Elle portait un simple jean et une chemise en coton bleu, ses cheveux bouclés attachés en une queue de cheval. Elle était belle d'une manière naturelle que Jenny, avec tous ses traitements coûteux et ses vêtements de créateur, ne pourrait jamais atteindre. Jenny s'est levée et s'est dirigée vers elle. Elles se sont rencontrées au milieu de la pelouse, deux sœurs séparées par 38 ans de mensonges et 5 ans de rejet. « Je suis désolée, a dit Jenny. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Tu ne pouvais pas savoir, a dit Soledad avec grâce. Mais je suis là maintenant. Nous sommes là maintenant. Elles se sont étreintes, et toute la famille a regardé 38 ans de secrets se dissoudre dans cette étreinte. Jenny s'accrochait à sa sœur aînée comme si elle se noyait et que Soledad était le rivage. Quand elles se sont finalement séparées, Soledad nous a regardés. Je sais que c'est un choc. Je ne veux pas m'immiscer dans votre réunion de famille. Tu ne t'immisces pas, a dit fermement grand-mère Lucille. Tu es de la famille. Tu as toujours été de la famille. La fille de Soledad, Isabella, qui avait attendu dans la voiture, est finalement sortie. Elle avait environ 16 ans, confiante et les yeux brillants, ressemblant remarquablement à Jenny à cet âge, avant l'opération du nez et les traitements de lissage chimique. « Voici ma fille », a dit fièrement Soledad. « Isabella, voici ta tante, Jenny. » Jenny a regardé sa nièce, cette belle jeune fille qui portait leur sang commun, et s'est remise à pleurer. Elle ressemble exactement à mes photos d'école, avant que je change tout. Ce soir-là, alors que nous étions tous assis autour des tables de la terrasse qui avaient été rapprochées pour faire de la place pour 2 couverts supplémentaires, j'ai regardé Jenny voir vraiment sa famille pour la première fois. Elle a regardé Soledad aider ma mère à servir le dessert sans qu'on le lui demande. Elle a regardé Isabella jouer avec Rosalie et Théo, leur apprenant un jeu de main qu'elle avait appris au centre communautaire où travaillait sa mère. Elle a regardé ses propres jumeaux, Addison et Blake, graviter autour de leur nouvelle tante, attirée par sa chaleur et son intérêt sincère pour leur vie. « Nadine », m'a dit Jenny à voix basse, me trouvant près de la table des desserts. Je te dois des excuses. Ce que j'ai dit sur tes enfants, sur Derek, c'était cruel et mal. Tu projetais, ai-je dit simplement. Tu étais tellement obsédé par les lignées et la légitimité parce que quelque part au fond de toi, tu savais que ta propre famille était construite sur un mensonge. Elle a hoché la tête, les larmes recommençant à couler. Soledad m'a pardonné instantanément. Peux-tu le faire ? J'ai regardé ma cousine, dépouillée de son armure de supériorité, enfin humaine dans son imperfection. Nous sommes de la famille, Jenny. C'est ce que fait la famille. Alors que le soleil se couchait sur le lac Charlevoix, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, Rosalie a tiré sur ma manche. « Maman, j'ai bien fait aujourd'hui ? Tu as été parfaite, mon bébé. Tu as aidé cousine Jenny à trouver sa sœur. Papa dit que parfois, les gens ont besoin d'aide pour voir ce qui est vraiment important. » J'ai regardé Derek, mon mari, qui avait orchestré toute cette révélation non par cruauté, mais par désir de vérité et de justice. Papa est plutôt intelligent. Et maman, a dit Rosalie, affichant son grand sourire édenté, maintenant cousine Jenny sait que toutes les familles ont des surprises. C'est comme tu le dis toujours, tout le monde a une histoire que nous ne connaissons pas. Cette nuit-là, la réunion de famille des Caldwell est devenue quelque chose qu'elle n'avait jamais été auparavant. Honnête. Nous avons partagé des histoires qui avaient été enterrées, admis des vérités qui avaient été cachées, et pour la première fois en 40 ans, nous étions vraiment sincères les uns avec les autres. Jenny a appris que pendant qu'elle enquêtait sur l'authenticité de tout le monde, elle avait vécu le plus grand mensonge de tous. La cousine qui a remis en question la paternité de mes enfants a découvert qu'elle rejetait l'existence de sa propre sœur. L'ADN dont elle était si fière portait un héritage que sa famille avait tenté d'effacer. La perfection sur laquelle elle avait bâti son identité était aussi fausse que le sourire qu'elle affichait sur toutes ses photos Instagram. Parfois, il faut une enfant de 6 ans avec un acte de naissance pour nous rappeler que la famille, ce n'est pas une question de lignée, de compte en banque ou de remonter son ascendance jusqu'au Mayflower. C'est être présent même quand on a été rejeté. C'est le pardon même quand on a été blessé. C'est la vérité même quand les mensonges seraient plus faciles. Et parfois, juste parfois, les secrets que nous enterrons ont une façon de refaire surface exactement au moment où ils le doivent,
livré par une petite fille en basket lumineuse qui croit encore que le monde peut être juste. Si vous avez apprécié cette histoire, merci de lui donner un « j'aime » et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous sur vos propres expériences de réunions de famille, les bonnes, les mauvaises et les inattendues. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui nous rappellent que la vérité, aussi difficile soit-elle, est toujours meilleure qu'un mensonge parfaitement entretenu.